Si. Ah si, c'est bon. Si, on vous entend. Voilà. Eh bien, il paraît qu'il me revient donc la difficile tâche ou la charge et la responsabilité de lancer cette table ronde. Donc, voici donc notre panel donc autour du thème comment faire émerger un récit dans les flux d'images. Donc, ici pour s'interroger finalement au fond qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de cette information et donc de cette submersion d'images et comment on les transforme pour arriver à construire un récit et en faire quelque chose. Et donc rejoindre, boucler avec la question, c'est que peut le documentaire du coup devant la submersion des images, donc rejoindre le thème de notre journée. Et donc voici, on va clore en fait cette journée avec cette table ronde sur ce sujet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pour clôturer cette journée d'échange et de réflexion sur les thèmes de la submersion des images, nous allons donc aborder le processus de création documentaire dans ce contexte d'abondance et de trop-plein d'images. Écriture, mise en scène, montage, comment faire émerger un récit dans les flux d'images. Pour en discuter, je reçois pour cette table ronde donc 3 réalisatrices au profil et manière de travailler, de raconter assez différents, qui chacune vont nous montrer comment, à leur manière, elles construisent des récits face à ce flux d'images. En développant de nouvelles écritures plus directes, ou bien en se réappropriant des images anciennes ou récentes, et en leur redonnant une place, un regard et un nouveau sens. Donc bonjour à toutes les 3, Gabrielle, Charlotte, Elitza. Je vous présente rapidement et après je vous laisse la parole. Elitza, donc Giergo... C'était sûr que j'allais me louper. Je recommence. Elitza Gergieva. Bonjour, vous êtes autrice, réalisatrice de nationalité bulgare. Je le précise car dans vos livres et vos films, vous faites souvent référence de près ou de loin à vos origines. Vous avez écrit 2 romans, Les cosmonautes ne font que passer en 2016, dans lequel vous racontez la fin de l'enfance d'une petite fille bulgare confrontée à la chute du mur de Berlin, et Odyssée des filles de l'Est, en 2024, destin parallèle d'une étudiante et d'une prostituée bulgare débarquée à Lyon en 2001. Vous avez également réalisé 2 films, Chaque mur est une porte, dont nous allons beaucoup parler dans cette table ronde. Il a été réalisé en 2017 et il est composé exclusivement d'images d'archives provenant de la télévision bulgare à la fin des années 80, début 90, et dans lequel vous questionnez la fin d'un monde, la Bulgarie communiste, au moment de la chute du mur de Berlin, alors que votre mère est journaliste pour la télévision bulgare au même moment, et on voit notamment votre mère à la télévision dans votre film. Dans votre second film, Notre endroit silencieux, réalisé en 2021, vous prenez cette fois-ci votre caméra pour filmer Aliona, exilée biélorusse, qui écrit un roman sur son père qui a mystérieusement disparu. Ensuite, on a avec nous Gabrielle Stemmer. Donc vous êtes monteuse et réalisatrice, et en tant que réalisatrice, vous vous êtes intéressée aux images sur Internet, et notamment à l'image de la femme sur les réseaux sociaux. Vous avez réalisé un premier court-métrage, Clean With Me After Dark, dans lequel vous montrez des mères au foyer américaines qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuses du clean, on pourrait dire. Vous avez également réalisé pour Arte une web-série documentaire, Femmes sous algorithme, dans lequel vous prolongez ce premier travail en montrant des influenceuses ménage, mais aussi maquillage, aussi sur le thème du rangement, et questionner la représentation du modèle féminin globalement. Ensuite, troisième invité pour cette table ronde, Charlotte Vautier. Donc, vous êtes journaliste, ex-chroniqueuse dans l'émission Clic de Mouloud Achour. Vous avez ensuite collaboré au documentaire Service public en immersion dans la matinale de France Info lors de l'élection présidentielle de 2022. Et en 2025, vous lancez votre propre chaîne YouTube, OK Charlotte, avec laquelle vous essayez de vous faire une place dans ce flux d'images. Une chaîne YouTube sur laquelle vous mettez en ligne de longs reportages où vous partez caméra à la main à la rencontre de marginaux, rêveurs et militants involontaires, c'est vous qui le dites, des personnes souvent peu ou pas représentées, en tout cas dans les médias traditionnels. Donc merci à toutes les 3 d'être présentes. Et pour commencer, est-ce que déjà j'ai commis des erreurs ou est-ce que vous voulez compléter ces présentations ? Moi, je dirais simplement que les personnes que je vais voir, c'est pas forcément des personnes qui sont
pas ou peu représentés dans les médias traditionnels, mais avec qui je passe plus de temps grâce au temps de YouTube et d'Internet. Mais c'est ça la seule petite différence. Non, c'était parfait. Non, mais effectivement, c'est important de le préciser et on va en parler en plus aussi pendant cette table ronde de votre manière de travailler. Pour ouvrir donc le débat, pour chacune de vous, comment naît un projet documentaire dans un monde où l'on est submergé d'images? Est-ce que ça vient d'une image en particulier ou au contraire d'une absence d'image? Qui souhaite commencer? Gabriel. Pour moi, je pense que c'est justement le flux d'images qui m'a inspirée. Alors c'est directement le sujet de la série Femmes sous algorithme. C'est vraiment comment reçoit-on toutes ces images donc, sur YouTube et qu'est-ce que, mises bout à bout, elles veulent dire de notre société, de ce qu'on attend des femmes et comment elles peuvent nous influencer dans nos comportements. Et le premier film que j'avais fait, qui était sur les vidéos de ménage, c'était vraiment parce que j'avais consommé beaucoup de vidéos de ménage et que tout ce surplus de vidéos voilà, a donné naissance à un film au bout du compte. Peut-être que dans mon cas, c'est parfois l'un, parfois l'autre. Moi, je prends Internet et les réseaux sociaux comme une sorte d'endroit sans frontières où on peut voir et apprendre des choses auxquelles on n'aurait pas accès dans la vie réelle, quoi, simplement. Et donc, moi, je m'en sers comme source d'inspiration énormément sur des sujets avec lesquels je ne suis pas du tout familiarisée. Par exemple, là, j'avais fait un sujet sur les tziganes évangéliques. Bon, j'ai eu envie d'aller à la rencontre des tziganes évangéliques parce que j'ai vu passer beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux à une période, tandis qu'un autre sujet, par exemple, sur les SDF de l'aéroport Charles de Gaulle, je vais vouloir justement y aller parce que je l'ai constaté sans voir d'image justement sur ce sujet-là et sans voir de témoignages sur ce sujet-là. Donc je pense que ça dépend, mais les deux sont vrais. Elisa. Moi, je pense, un peu l'ovni de la table ronde, mais merci de m'inviter. Et je suis très impressionnée par vos démarches. J'aime beaucoup ce que vous faites. Personnellement, moi je viens de documentaire de création, donc ma démarche n'est pas du tout journalistique, même si en effet ma mère était journaliste et mon premier film dont on va parler est composé d'une image télévisuelle, mais très typique. Et donc c'est vrai que je dirais que je suis un peu à l'ancienne dans le sens où jusqu'à présent j'ai plutôt travaillé avec les archives et avec au contraire l'absence d'archives, l'absence de traces, et donc ce qui n'est pas du tout... c'est très décalé par rapport à l'époque où on vit, où on produit au contraire beaucoup de traces et beaucoup d'images. Et peut-être je dirais juste qu'en effet je suis entre la littérature, le cinéma et la performance, et j'utilise beaucoup mes images sur scène quand je me mets en scène et je lis mes textes. Et aujourd'hui par exemple, je suis en train d'écrire un livre, mais parce que je rends compte du fait que justement il n'y avait pas du tout des traces et des images à l'époque. Donc c'est plutôt l'impossibilité de faire image. Enfin, c'est plutôt pour remplir ce qui manque, l'image manquante. Voilà, c'est vrai que je viens plutôt de ce tunnel-là. Est-ce que vous vous sentez submergé, effectivement, aujourd'hui, d'images? Et est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, que dans vos démarches, vous êtes quand même plus à reculons, à prendre le temps d'analyser ou de chercher de nouvelles images aussi, passées ou actuelles? Oui, évidemment, je pense que là, on se sent assez submergé d'images dans le sens, si on a une pratique qui est liée aux réseaux sociaux ou qui est liée à de la recherche sur Internet, on ne peut que se sentir submergé d'images, d'informations vraies, fausses. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est une vraie richesse de documentation. Oui, voilà. Moi, je m'en sers et j'ai pas forcément, pour moi qui ai quitté qui ai décidé de sortir des médias traditionnels, j'ai pas forcément l'impression de me sentir plus submergée aujourd'hui que je travaille en indépendante sur Internet. Ce serait peut-être plutôt l'inverse parce que je m'autorise à prendre plus de temps. Donc c'est peut-être contre-intuitif, mais en allant sur Internet, je me suis sentie moins submergée. Et ça, on va en parler aussi un peu plus loin. Gabriel. Moi, je pense qu'en
En tant que réalisatrice et monteuse, j'aime bien être submergée d'images, justement. C'est comme ça que ça m'inspire et que je travaille. Par contre, en tant qu'utilisatrice de réseaux sociaux, je pense que jusqu'à assez récemment, j'étais assez en contrôle de ce que je consommais, notamment parce que moi, j'étais surtout spectatrice de YouTube et que YouTube on choisit quand même beaucoup ce qu'on regarde. Et il y a quelques mois, j'ai basculé dans la spirale d'Instagram et des Reels sur Instagram et je ne contrôle plus rien et je me sens complètement submergée par les Reels et je suis en train d'essayer d'en sortir. Mais ouais, je trouve que c'est allé à une vitesse folle, le moment où on commence à mettre un doigt dedans et après on plonge, quoi. Il faut mettre le mode de concentration à partir de 23h, c'est très utile. Moi, je dirais que ça me permet de réfléchir un petit peu peut-être cet état d'isolement, parce qu'au final, on est submergé par les images quand on est seul. Enfin, souvent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une consommation très, à contraire du cinéma, très solitaire. Et je ne le dis pas forcément comme quelque chose de... Je ne veux pas être défaitiste, je trouve ça intéressant. Quel est cet espace et cette communauté étrange que ça crée entre, par exemple, moi, très concrètement, en ce moment, je suis en train d'écrire mon 3e roman, mais pas ici parce que je suis en résidence à la Villa Médicis, et donc c'est à Rome, mais c'est sur la naturalisation et le processus de naturalisation en France. Et parfois, je panique que je n'ai pas assez de sources et donc je vais sur YouTube où on peut voir des choses incroyables, des gens qui se passent des tips de comment passer ces entretiens, etc. Et ça crée des espèces comme ça de communautés internationales très étranges, mais qui sont complètement numériques. Et voilà, donc je me sens assez perdue. Enfin, c'est-à-dire que je suis dans un flux de paroles et plus paroles finalement qu'images, mais qui me met dans un espace étrange. Et cet espace étrange, je l'explore en fiction. Pour moi, c'est vraiment dans le roman que j'écris, ça me permet d'instaurer une inquiétante étrangeté ou quelque chose d'un peu décalé. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est ma manière de me défendre aussi face à ça, c'est de le poser par écrit. Continuons avec vous, Elitza. Est-ce que on va parler donc de votre premier film maintenant, Chaque mur est une porte. Est-ce que vous pouvez peut-être nous l'introduire avant qu'on regarde un extrait ? Oui, alors là, c'était vraiment la découverte des images, mais physiques, puisque en fait, donc c'était dans le placard du salon de ma mère que j'avais trouvé des VHS. Un support qui est de plus en plus inconnu et qui était en train de se dégrader. Et donc, je m'étais rendu compte que ma mère enregistrait les émissions. Donc, elle était présentatrice à la télévision en Bulgarie pendant plusieurs années. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'elle avait une émission entre 87 et 92 qui a beaucoup changé parce que justement, c'est l'ouverture de la Bulgarie à l'Occident. Et donc, ça change énormément les représentations télévisuelles. Ce qui est très bizarre dans cette émission, c'est que, en fait, il y avait, contrairement à ce qu'on pense, à la fin du régime communiste, comme il y avait déjà un vent de perestroïka et on sentait qu'on ne pouvait pas maintenir trop la dictature, les images, on disait aux journalistes d'être libres et inventifs. Et donc, c'est une émission qui est très, très étrange, où il y a vraiment une mise en scène très absurde et où le temps de parole, ça me fait un peu penser à ce que tu dis, Charlotte, c'est vrai que le temps est très différent au temps qu'on a aujourd'hui. C'est évidemment dans une cadence beaucoup plus lente et on questionne tout, on prend le temps de revenir sur chaque terme et c'est presque un peu surréaliste. Enfin, c'est vraiment très surréaliste. Voilà, donc moi, ce qui était intéressant pour moi, et j'étais déjà en train d'écrire mon premier roman qui raconte aussi la fin du régime communiste du point de vue d'un enfant, puisque c'est mon expérience, j'avais 7 ans à la chute du mur de Berlin. Et donc là, ces images-là me permettaient d'avoir un accès direct, mais non pas avec les événements, non pas avec l'histoire par événements et par la spectacularité, mais plutôt d'être au contact de la parole des gens, puisque c'est les premiers micro-trottoirs. C'est un peu comme, ça me faisait penser à Chronique d'un été de Jean Rouch. C'est vraiment les premiers moments comme ça où on peut tout dire soudainement, la parole se libère, et c'est assez incroyable. Donc voilà, je vais décider de faire un film qui est un film de montage, mais ce que j'ai monté très très longtemps avec une monteuse qui s'appelle Mélanie Brault, et où j'ai
Par ailleurs, j'avais besoin d'introduire mon regard puisque c'était ma mère, que j'avais moi-même vécu des choses. Donc, en fait, et puis parce que c'était important de l'expliquer pour les spectateurs étrangers. Et donc, il y avait une voix graphique, c'est-à-dire comme au cinéma muet, je mets des petits cartons qui interpellent les archives. On regarde un extrait donc de Chaque mur est une porte que vous avez réalisé en 2017, récompensé à Cinéma du Réel et aux Escales documentaires et produit par les films du Bilboquet. И ние, разбира се. Какво, като се купувате, се изчервявате? Не се изчервявам. Просто се възхищавам, влизате без всякакво притеснение, пазарувате си, не ви притесняват камерите, микрофона. това не е за притеснение. Това е просто от ежедневието, но много хора не го възприемат. Даже в моменти много смешни реакции, много тази демокрация, едва ли не. Докъде ни докара? Докъде ни докара. Видях ви, че си купихте презерватив. Редовно ги използвате, може би. Честно да ви кажа, просто за майтап. Така ли? А иначе не ги използвате? Не, така ми е работата, че в Централна поща работя, където ако ние не си създаваме атмосфера, която да е просто да ни се разнообразява работата, това е най-малкото, което е. Но сега просто заради щанда, тук, не знам, може би, по моето наблюдение, това е най-посещавания щанд. Като много от хората дори се страхуват да прекрачат прага, гледат отстрани, да е там от онова ъгълче. И не знам, много интересно за наблюдаване. Трябва цял ден да стоите, за да видите точно кой как реагира. Също както е при вестниците, кой как си купува еротични вестници. Различни реакции, различни хора от възрастта, от кой с какво се занимава, професията и възпитанието. En fait, vous pouviez laisser juste la suite parce qu'elle est sans parole. Ah, d'accord, très bien. Ok, ça marche. Oui, parce que normalement, il y a les sous-titres, désolé. C'est un peu moins bizarre quand même avec les sous-titres. Est-ce que vous pouvez peut-être dire juste sur cet extrait ce qui était dit? Oui, alors le but n'était pas de montrer uniquement cette séquence qui est quand même sur le premier sex shop en Bulgarie, mais parce que je trouvais que c'est une suite de séquences qui allait raconter quelque chose. Ce que je peux dire, c'est que en fait, c'était une émission sur la jeunesse et c'était le créneau jeunesse sur la télévision bulgare. Et en fait, ma mère devait aller vers les jeunes et donc leur poser des questions et s'intéresser à ce qui les intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment toutes les premières fois. Et donc, ils sont un peu absurdes du point de vue occidental, puisqu'on voit les premiers hippies, par exemple, alors qu'on est déjà dans les années 90, enfin 89. Donc, on voit les premiers concerts de punk, les premières expos d'art contemporain à ciel ouvert, et donc le premier sex shop. Et donc là, juste après, ce qu'on avait choisi comme extrait, c'est que forcément en 89, il commençait à y avoir des clips, des images aussi de l'Occident. Donc on poursuivait ça avec Sabrina et Roxette. Et donc c'est vrai que c'est une émission qui va beaucoup aussi se servir et d'ailleurs voler, puisque de ce que j'ai compris, en fait, ils pouvaient comme ça diffuser les clips sans trop faire attention aux droits d'auteur. Et donc en fait, c'était aux droits de diffusion. Et donc en fait, voilà, on voit vraiment une espèce de fascination et une boulimie des images qui viennent de l'Occident. Donc voilà, il faut le remettre dans l'époque, mais pendant 45 ans, il n'y avait aucun accès à l'Occident et aux images occidentales. Et soudainement, il y a cette culture où on est vraiment submergé. Et voilà, donc je le dis comme ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces images, vous leur donnez un nouveau sens en les utilisant. Quel sens a de différent ces images entre hier et aujourd'hui? Quelle interprétation nouvelle vous leur donnez grâce notamment à votre montage?
Mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, au moment où je faisais le film, il y a eu pour la première fois en Bulgarie des mouvements de contestation en 2013. Et donc, j'ai été très intéressée par, évidemment, je suis allée filmer et il y avait plein de parallèles à faire. Et d'ailleurs, qui se faisaient beaucoup dans les médias à ce moment-là, à dire, ben voilà, c'est le même slogan, on re-questionne la démocratie. Et j'ai beaucoup filmé et je m'étais demandé si je ne faisais pas un film en parallèle. Mais très vite, j'avais envie de faire un film entièrement d'archives parce que c'est vrai que c'est l'archive qui est au cœur et c'est ça qui me plaisait. Mais aussi parce que finalement, quand je montais, un peu plus tard, c'était Nuit debout. On montait juste dans les studios de Zadig, juste à côté de Place de la République. Et donc, il y avait les mêmes questions qui étaient posées. Parce qu'en fait, là, on ne le voit pas dans cet extrait, mais c'est vrai il y a plein de gens qui disent mais c'est quoi la démocratie, mais c'était quoi le communisme, mais comment faire société, mais qu'est-ce qu'un homme normal. En fait, on est dans une avalanche de questions, comme si le pays est comme un enfant qui soudainement sort de ce régime paternaliste et grandit, et donc se pose plein de questions comme un enfant. Mais sans vouloir l'infantiliser, ça permet de revenir sur des choses qu'on croit et prend pour acquis et de leur trouver un nouveau sens. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on reste uniquement dans un film d'archives, c'est qu'au final, il va toujours résonner, enfin, ça dépend du film, mais là, en tout cas, ça résonne beaucoup avec les questions politiques du moment. Et moi, j'ai fait l'expérience, puisqu'il a beaucoup tourné dans le monde. Et j'ai été avec ce film au Chili, par exemple, enfin, voilà, dans plein de pays très éloignés, où on me disait « Ah, mais c'est incroyable, on vit exactement la même chose en ce moment. » Donc voilà, c'est aussi un outil. Ces images sont un outil pour questionner la contemporanéité aussi. Et ce qui est fou, c'est que vous, avec ce film, vous montrez un processus de submersion qui est l'arrivée des images occidentales en Bulgarie. Mais ces images, finalement, vous avez eu du mal à y avoir accès puisqu'elles ont été supprimées, vous le dites à la fin du film. Oui, en fait, non, j'avais l'accès, mais en fait, il fallait restaurer les cassettes VHS puisque forcément, l'image se dégrade. Et donc, voilà. Et il fallait que je demande une autorisation de la part de la télévision qui m'a été tout de suite donnée, puisqu'en effet, ce qui est paradoxal, c'est que la télévision bulgare ne pouvait plus conserver les images, puisqu'il y a eu aussi la guerre en Bosnie et il y a eu beaucoup d'autres phénomènes qui faisaient qu'on devait conserver d'autres télévisions et qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc, en fait, les émissions ont disparu et en fait, ma mère les avait enregistrées parce que pendant le communisme, il fallait faire des rapports après diffusion. Donc, elle faisait un rapport, donc elle faisait une dictée avec ses VHS et parfois elle avait réenregistré par-dessus. Donc, vous voyez, ce n'était pas du tout dans un geste de conservation de sa part. Donc, oui, ça a été un peu des images rescapées, en tout cas. Est-ce que l'extrait est prêt ou pas? Non. Donc dans ce cas-là, je voulais parler du montage maintenant. Le montage qui est intéressant parce que dans cette thématique aussi de submersion, c'est un peu un montage comme un zapping. On a plein d'images, d'extraits différents qui s'enchaînent et se répondent et sur lequel vous le disiez, on n'a pas eu le temps de le voir, mais vous rajoutez votre voix, mais par l'intermédiaire de cartons écrits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment s'est déroulé ce choix déjà de montage Très vite, on a décidé parce que j'avais une vingtaine d'heures et on avait décidé qu'on allait essayer de restaurer, enfin de construire une trame déjà chronologique, mais qui se concentre vraiment sur la fin du régime et le début de la démocratie, et pour voir justement comment la parole change. Et la toute première séquence du film, c'est une conversation très bizarre entre ma mère et une culturologue qui parle de qui sont les extraterrestres et comment on pourrait les accueillir. Et donc, évidemment, ça paraît complètement, avec des exemples dans la littérature, etc. Et donc, évidemment, il y a un sous-texte que quasiment personne ne comprend, mais qui, en fait, on comprend que les extraterrestres, en fait, c'est vous, enfin, c'est les Occidentaux qui vont peut-être bientôt pouvoir venir, ou nous, on pourra y aller. Et donc, voilà, c'est assez drôle de voir comment se construit une parole politique ou comment elle se faufile dans une mise en scène très, très étrange. D'ailleurs, c'est filmé de très loin. Ça ne ressemble pas du tout à un reportage de télévision, par exemple. Et voilà, donc c'était intéressant de voir comment, à partir de la chute du mur, la parole va devenir frontale. Au contraire, elle va devenir très presque voilà, comme un pic, comme ça, elle va interroger. Et donc, ça va vraiment changer le discours
des gens et aussi la manière de s'exprimer et évidemment la manière de montrer. Une autre chose qui est intéressante et qu'on voit à peine un peu dans ces 2 extraits qu'on a vus, mais j'espère qu'on va les revoir, c'est aussi la manière de filmer. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une émission où on va faire un plan fixe avec comme il faut, mettre les personnes un peu à droite. Voilà. Non, c'est vraiment très... c'est un chef-op qui est d'ailleurs un peu autodidacte en ce moment-là et qui filme un peu comme dans les films un peu de Kramer. Moi, ça me fait penser parce qu'il filme vraiment ce qu'il veut. C'est très loin. Il y a vraiment une très grande liberté. Et comme si la télévision n'est pas formatée. Il y a quelque chose de cette représentation télévisuelle qui est assez unique. Et dès l'arrivée de la télé-réalité, en tout cas juste après, la télévision va rentrer dans des clous et dans des formats. Et on ne va plus du tout pouvoir faire ce genre d'image, ni prendre tout ce temps-là pour s'interroger sur les extraterrestres. En attendant l'extrait, peut-être on va passer à vous, Gabrielle Stemmer. Vous aussi, vous avez réalisé donc plusieurs films à partir d'images qui ne vous appartiennent pas. Et donc, est-ce que vous pouvez nous introduire donc, le film qu'on va voir juste après, Clean With Me, After Dark Oui. Et votre film de fin d'études de la FEMIS. Oui, c'est ça. Donc, j'étais à la FEMIS en montage et l'origine du film, c'est vraiment que je cherchais le sujet de mon film de fin d'études. Dans lequel, en tant que monteuse, je devais utiliser des archives. Donc, mon premier réflexe, ça a été d'aller regarder si quelque part dans ma famille, quelqu'un avait une bobine de quelque chose. Et puis, en parallèle, j'avais cette vie secrète de spectatrice assidue de YouTube, de vidéos de ménage sur YouTube. Et un jour, je sais pas, je me suis rendu compte que ces images de ménage étaient des archives. Et donc, voilà, j'ai joint l'utile à l'agréable et je me suis dit que j'allais faire mon film à partir de ça. Et avant qu'on lance l'extrait, tout l'enjeu était de comment mettre en scène ces archives-là qui sont donc sur Internet. Et c'est à la FEMIS que dans un cours sur les archives d'ailleurs, on m'a montré un film qui était fait sur un écran d'ordinateur, donc qu'on appelle ça maintenant des desktop documentaries, donc fait sur l'ordinateur. Et c'est la forme que j'ai choisie. Et donc là, on va voir un extrait donc c'est pas tout à fait le début du film, mais c'est le moment où on commence à comprendre ce que sont les vidéos de ménage. Et puis il y a une bascule qui s'opère au fur et à mesure. On regarde donc l'extrait de Clean With Me After Dark que vous avez réalisé en 2019. Hey guys, welcome to my channel. Today I'm going to give you a clean with me. I'm going to keep it raw, I'm going to keep it organic, and I'm going to clean until I can no longer clean anymore. Just last week you called me, the way you're talking is driving me insane. Hello. Like a board cleaner. Hey everyone, thanks so much for watching. Hey guys, hello everyone, and welcome back to my channel. So in today's video, I'm wondering about how nature is I'm going to also my video where I talk about my weekly cleaning, my favorite cleaning routine, and also my work. Everybody is asleep, including my husband, because he has to wake up bright and early in the morning. I'm going to go ahead and kind of clean the house so that I can wake up and everything is good in the morning. There is nothing better than cleaning a bathroom. I love feeling what a dirty bathroom feels like and then feeling a clean bathroom. Like I said earlier, I like going from left to right. So everything is all cleaned up from left to right. And you get more to the right side. Welcome back to Till Vacuum Do Us Part. Today I'm filming an ultimate cleaning video for you guys. I'm not going to lie, it's been a few weeks since perfect. And the blanket is perfect, and all of the pillows are perfect. It just like... But I will say that I make more than I would with a doctor's degree. Like, I do make 6 figures with my ad revenue alone. And if you've ever looked into, like, how much YouTube... We're good, we never left the ground. But we need to take some weight off our shoulders. The fight isn't over. Can you let me be tonight? I will need some time alone, not forever. But when
we're together. It feels like my spark's been left in the dark sometimes. 'Cause when I'm with you, it's just like an airwave, better than a band-aid. This could be love, not sure, but I'm probably right. When you're around, I can say what I wanna say. So hard to concentrate. This is all that I need and more. Perfectly safe and sure. I'll be with you always. I will stay with my common sense. If you've been with me for a while, you know that I do suffer from anxiety. I'm pretty open about it here on my channel. Actually, the way I came up with my channel name, Keep Calm and Clean, was because cleaning has always helped to soothe my anxiety. So if you didn't know that, fun fact. So where I suffer from anxiety the most is right here at home. I just have this unexplained fear. Donc c'est après donc le film continue sur des témoignages de youtubeuses qui parlent en fait de plus en plus de dépression et on découvre vraiment l'envers du décor de ces vidéos de ménage. Oui, là on a vu en fait la bascule un peu au milieu de votre film où on l'a vu au début, ça peut presque faire sourire.
Oui, c'est ça. Presque de l'humour. Et je pense que le montage aide aussi à donner de l'humour. Et ensuite, effectivement, on tombe sur quelque chose de plus sombre, comme vous venez de le dire. À quel moment vous avez compris que ces images que vous consommiez de manière divertissante au début, personnelle, vous avez compris qu'en fait, elles disaient quelque chose de notre société? Je pense que dès le départ, elles m'ont interpellée, moi, en tant que femme, en fait, tout simplement, de voir toutes ces femmes qui performaient en fait le rôle de femme au foyer. C'était des images, donc le côté ménage me délaçait, mais le côté femme en train de faire le ménage m'angoissait en fait, moi en tant que spectatrice. Donc je savais qu'il y avait vraiment une contradiction là-dedans qui était un vrai sujet. Et en fait, tout simplement, la plupart de ces comptes de ménage, donc c'était déjà 2017, 2016, ça a beaucoup changé après YouTube, mais ces femmes-là, en fait, elles mélangeaient sur leur propre chaîne des vidéos de ménage, comme on a vu là, qui sont toujours en accéléré, très dans la motivation, etc. Et des vidéos de témoignages où, en fait, elles pleuraient parfois. Elles racontaient qu'en fait, elles étaient profondément déprimées et même dépressives, médicamentées. Enfin, vraiment, les deux cohabitaient parfaitement dans les chaînes. Et donc, tout l'enjeu, c'était comment mettre ça en scène dans le documentaire pour qu'il y ait une trajectoire qui se fasse. Effectivement, au début, on découvre ces vidéos, on trouve ça drôle, on les trouve peut-être même ridicules, ces femmes-là. Et en fait, au fur et à mesure, notre regard change sur les vidéos et on ne rit normalement plus du tout au bout d'un moment. Combien de temps vous avez passé à regarder toutes ces images, notamment pour faire le film? L'avantage, c'est que je les avais déjà regardées avant pendant des années, pour la plupart, donc j'avais quand même une bonne connaissance du terrain. Mais ensuite, c'est beaucoup de temps passé à chercher les ressemblances entre les images, notamment. Donc, et puis comment vous les comment vous les avez sélectionnées aussi? Donc j'avais quelques vidéos un peu piliers qui sont en fait très faciles à trouver quand on connaît bien le sujet, puisque les vidéos de ménage sont très similaires les unes par rapport aux autres. Il y a des moments clés, des codes, etc. Par contre, il y avait des détails qui m'intéressaient beaucoup, qui étaient par exemple les mots qui sont en décoration chez elles et qui, en fait, si on les sépare de leur contexte, sont complètement effrayants et ils font aussi mal au cœur. Et ça, c'était un petit travail de fourmi d'aller chercher. Donc moi, j'ai vraiment tout fait à la main. Je maîtrise pas du tout les outils qui pourraient m'aider à faire ça plus rapidement. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus rapide avec l'intelligence artificielle notamment. Mais là, c'était vraiment ma mémoire. Je me rappelais avoir vu quelque part ce mot. Je me souvenais de quelle youtubeuse c'était et je retrouvais comme ça. Et après, le temps de réalisation du film s'est un peu étiré puisque c'était ma dernière année d'études, donc je montais aussi les films des autres en parallèle. Mais c'est quelques mois, en tout 2-3 mois de travail, sans compter tous les heures de visionnage qui se comptent en années, malheureusement. Ces images, vous les récupérez. Alors, il y a aussi la question des droits des images qui serait intéressant, mais aussi la question de la valeur de l'image, mais aussi, est-ce que d'ailleurs aussi les images, vous les avez, comme on a vu là dans l'étude de cas précédente, est-ce que vous avez fait un travail de voir déjà aussi la véracité de ces images ou pas du tout? Quelle confiance avez-vous donné en ces images et quelle valeur vous leur donnez ensuite à travers votre montage? Alors non, la question de la véracité de l'image n'était pas du tout une question. Alors déjà, je pense qu'il y a ça, donc 8-9 ans, il n'y avait pas du tout les mêmes, la même présence de l'intelligence artificielle. C'était aussi le moment où YouTube était encore une plateforme où c'était des contenus, enfin c'est toujours le cas, mais des contenus longs postés par les utilisatrices elles-mêmes qui... Le départ des vidéos de ménage, c'est vraiment un geste très authentique de montrer le travail qu'on sait bien faire, avant d'être devenu rémunérateur. Maintenant, les vidéos de ménage, c'est très différent parce que c'est une source d'argent en fait, et c'est de la publicité, et les modèles qui sont véhiculés sont souvent faux. Par exemple, tout le mouvement des tradwives ensuite qui est né. Aujourd'hui, la plupart des tradwives ne sont pas du tout des tradwives, mais elles savent que ça fait des vues, que ça fait des polémiques, etc. Mais donc non, la question de la véracité se posait vraiment pas du tout. Aussi parce que je connaissais très bien en fait ces femmes-là, même si je les avais jamais rencontrées, donc je voyais bien la cohérence dans tout ça. Et la question des droits, j'ai demandé l'autorisation à toutes les femmes. Il n'y en a pas tant que ça en fait dans le film. J'ai demandé si elles étaient d'accord, par mail.
Si vous voulez, on regarde un extrait d'un deuxième projet sur lequel vous avez travaillé, où vous avez un peu approfondi ce travail d'images provenant de YouTube, donc avec la web-série documentaire Femmes sous algorithme, dont on peut regarder l'épisode 2 Morning Routine, si ça vous convient. Oui. Donc c'est effectivement la poursuite du travail en tant que terrain sur YouTube, mais la forme était vraiment destinée à être sur Arte TV, donc c'est très différent. Le rythme est très différent aussi. Vous allez voir, même matière, traitement quand même mine de rien différent. On regarde les extraits. Aller sur YouTube quand on est une femme, c'est une aventure pleine de surprises. Par exemple, on peut se retrouver à boire du jus de citron à 5h du matin, alors qu'on cherchait juste quelques conseils pour gagner du temps. Voici ma nouvelle routine du matin, ma Miracle Morning Routine. Et elle débute très tôt, réveil 5h du matin. Jamais je n'aurais cru dire ça un jour. En me levant tôt, j'ai l'impression que le monde m'appartient. J'ai un rituel assez spécifique le matin qui est tourné autour du développement personnel et qui me permet de démarrer ma journée en bonne forme. Chaque matin, je fais cette routine et je me sens vraiment beaucoup mieux. Et je vais vous parler du Miracle Morning. Miracle Morning. The Miracle Morning. أولاً معجزة الصباح The Miracle Morning. Alors déjà, le Miracle Morning, c'est quoi? C'est un livre. Oui, tout part d'un livre. C'est un livre écrit par Hal Elrod qui s'appelle tout simplement Miracle Morning. Offrez-vous un supplément de vie. Changing millions of lives, one morning at a time. What if you could change anything about your life just by changing the way you start your day? What would you change? Donc en premier, quand on s'est levé 1 heure plus tôt, il faut faire le silence. Le silence, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la prière pour les gens croyants, la méditation. La méditation, la relaxation, la respiration. Il y a aussi le coloriage de type mandala. Tout ce qui va nous permettre une sorte d'introspection. La méditation est un point phare du Miracle Morning. Elle permet de ralentir le rythme fou de nos pensées. Alors en général, je commence par m'asseoir vraiment face à la mer ou dans un élément qui m'apaise. On passe ensuite aux affirmations. Les affirmations sont un outil très connu en développement personnel. Ce sont des phrases que l'on va répéter à haute voix. Ça permet d'acquérir un état d'esprit positif. Je commence ma journée avec le sourire aux lèvres. Je commence ma journée avec le sourire aux lèvres. Je fais face à un nouveau jour dans ma vie et profite de chaque minute. Je suis libre d'être moi-même. Je prends ensuite mon panneau de visualisation et m'imagine pendant 5 minutes dans les situations de mon choix. Donc c'est également en lien avec la loi de l'attraction. Ensuite, il faut faire 10 minutes d'exercice tous les matins. Ça a été assez dur de me réveiller. I'm so exhausted on like 4.5 hours of sleep. Et j'ai mis mon réveil à 5h du matin, quelques matins, et je n'ai jamais réussi à juste me lever. C'était
horrible. Là, on arrive à la fin du mois et les gars, je suis éclatée. Après la voiture, le frigo et l'iPhone, le capitalisme ne savait plus quoi vous vendre. Il vous vend maintenant du bonheur. En effet, le bonheur devient la marchandise parfaite pour un marché qui s'évertue à normaliser notre obsession pour la santé physique et mentale, et où la valeur individuelle dépend de la capacité à s'optimiser en permanence. Today I'm going to walk you through my morning routine as a mom of 4. So 3 days a week I do weights, and then 2 days a week I run. On Saturdays I still get up in the morning and I like to walk around the neighborhood. Évidemment, ça reste dans la logique d'améliorer votre vie, d'être plus heureux, de réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Ça peut être écrire pendant 10 minutes, faire du yoga, et apprendre à faire des belles lettres, et apprendre l'espagnol. Prepare yourself for a productive day. Throw in a load of laundry and time block your day. Unload the dishwasher. Go back to the basics of the Bible. Unload the dishwasher. Just do more. Looking into the stock market. Révéler au monde notre lumière. Apprendre l'espagnol. Là, c'est le petit planning que j'ai fait justement pour avoir une bonne routine matinale, on va dire. Donc du coup ici ça c'est ma routine à moi, ça c'est la routine pour le petit. Dès que je rentre de l'école, avant de me poser devant mon ordi, je range vite fait l'appartement. Donc en général je vide le lave-vaisselle, je remplis le lave-vaisselle, je range vite fait les plaids, etc. J'enlève un petit peu les poussières, je fais les lits. It gets very overwhelming. I don't have time to have hair. I have too many kids and too much stuff and too many responsibilities to really take care of hair right now. Who needs hair? You know, who needs that? Dans cet épisode, on voit bien que juste par le montage, vous arrivez à totalement changer la vision et comment on comprend, on interagit avec ces images. Oui, c'était déjà dans Clean With Me After Dark, j'avais pas mis de voix off, mais bon, le rythme était beaucoup plus lent. Et là, c'était ça que je voulais vraiment faire aussi, parce qu'en tant que monteuse, ça m'amuse beaucoup. C'était réussir à, encore une fois, changer le regard sur une question en très peu de temps. Et là, en utilisant plein d'artifices, parce que j'utilise des gifs, des sons, voilà, je quitte un peu le réalisme de l'écran d'ordinateur. D'ailleurs, elle n'a pas du tout été conçue pour être vue sur grand écran, cette série, donc je pense que ça fait un peu mal aux yeux de le voir aussi grand. Mais oui, voilà, tout mon but, c'est à chaque fois accentuer en fait ce flux d'images pour en jouant sur tous les codes de tout ce qu'on consomme au quotidien, en tout cas quand on est investi dans les réseaux sociaux et encore plus quand on est une femme pour les questions de la série. Voilà comment en accélérer, recréer tout ce parcours et avoir une vision critique sur ces vidéos de lifestyle. Et en même temps, en mettant, comme vous l'avez dit, pas de voix off, pour garder un peu ce côté brut aussi, qu'on garde en fait ce contact un peu direct à l'image, comme si on était en fait sur YouTube. Et d'ailleurs, la série a été disponible sur YouTube, donc c'est ça aussi qui est un peu humoristique, où la boucle est bouclée. J'aurais aimé, parce qu'elle est sur YouTube, mais en un seul... les 5 épisodes ont été collés en un gros film de 50 minutes. Moi, j'aurais aimé qu'ils soient séparés et que, un peu en cheval de Troie, quelqu'un qui cherche une morning routine tombe dessus et voilà, que ça suscite une réaction chez cette personne. Mais oui, moi, j'étais contente aussi de savoir que ce serait sur Arte, le site d'Arte, mais aussi sur YouTube, pour aussi une manière de rendre toutes ces vidéos à leur milieu naturel. Il y a une ambition idéologique ou pas d'ailleurs, parce que vous venez de dire comme un cheval de Troie. Il y avait cette ambition-là dès le début de se dire. Ah oui.
Oui, bah c'est-à-dire qu'encore une fois, moi, toutes ces vidéos, donc il y a un sujet sur la beauté, sur le ménage, etc. C'est des vidéos que j'ai consommées énormément, donc avec toujours un peu ce recul, mais ce sont des vidéos qu'on peut voir de manière très innocente, sans réfléchir à leur portée, mais en fait, mises bout à bout, quand on est une femme et encore plus une jeune femme et qu'on ne fait que regarder ces vidéos qui représentent toujours le même modèle, c'est très très toxique en fait comme modèle de la femme. Et donc oui, l'idée c'est de se dire mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de me faire devenir dans tout ça. Et dernière question, en même temps aussi, on y voit une globalisation de l'image, parce que le début de l'épisode notamment, on voit qu'en fait dans toutes les langues et dans tous les pays, on a l'impression du monde entier, on parle de cette morning routine. Oui, bah c'est ça qui est assez impressionnant sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des modes et des tendances qui émergent, qui d'un coup agglutinent des milliers de vidéos, jusqu'à ce que ça finisse par mourir, être remplacé par autre chose et sans doute être redécouvert dans 5 ans sous un autre nom. Donc c'est des cycles comme ça un peu infernaux qui se créent. Mais tout à fait, c'est l'uniformisation des vidéos qui est au cœur de ma démarche. Je vous propose de retourner dans les années 80, 90, 89 exactement. Pour cette fois-ci, l'extrait, je crois, est bon pour Eliza. Donc, on regarde un extrait. Pardon. On peut lancer l'extrait. Allez-y. Крачат прага, гледат отстрани, да е там от онова ъгълче. И не знам, много интересно за наблюдаване. Трябва цял ден да стоите, за да видите точно кой как реагира. Също както е при вестниците, кой как си купува еротични вестници. Различни реакции, различни хора от възрастта, от кой с какво се занимава, професията и възпитанието. Отношението към времето. У нас времето тече с други темпове. То тече все още ориенталски. Този начин на живот, който водим, фактически е нещо, което съществено ни различава от начина на живот, от ритъмът на времето в високо развитите страни. Той не отговаря на европейските критерии. Той е в нашето всекидневие, той е на нашите работни места също. Или вземете отношението към личността. Ще посоча такъв факт. В английски език има дума, има термин privacy. На български превод това значи частност. Такава дума няма на български език. Това е термин, който означава автономността на личността. Нейната самостоятелност, нейната независимост, правото и на
на обособеност, включително и в най-интимните социални структури, в рамките на семейството, в рамките на най-интимните отношения, да не говорим за работното место или в купето в влака, където съгласно ориенталските критерии всеки може да заговори и да влезе във връзка с теб. Да отнема част от времето ти всъщност от твоята самостоятелност. Никой няма право да нарушава, да разваля настроението на другия. Има критерии на междуличностните отношения, които у нас все още не са изработени, за да можем ние да бъдем една интегрална част от съвременната цивилизация. Как ще ги стигнем американците, че и задмине кога? Другари, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките от моята скромна кола. Как да я карам нататък в тази гъста мъгла? А гледах напред, надалече, се бях амбицирал дори да ги настигна американците. О, майче, ще вали за Знаете, може би, че ние все се опитваме да настигнем американците. Не знаете ли сте чували? Как може да стане това според вас? Мисля, че това не е това, което трябва да се прави. Въпросът не е българин да стане американец, а българин да стане най-добър. Dans l'extrait, donc on parlait de zapping tout à l'heure, mais on peut parler de contraste aussi entre les images qui viennent de l'Occident et les images plutôt réalisées par la télévision bulgare. Quand on avait discuté par téléphone, vous m'aviez dit aussi que les images de l'Occident étaient beaucoup plus colorées, alors que les images bulgares étaient beaucoup plus grises. Et c'est vrai, on le voit aussi dans cet extrait. Oui, après, c'est aussi, là, c'est un montage interne aussi. Enfin, en tout cas, le clip sur les Américains, c'est quelque chose qu'eux-mêmes, ils ont fait. Donc, ce n'est pas moi qui a fait ce contraste. Et parfois, les images sont quand même assez colorées des années 90. Mais c'est vrai qu'ils s'amusent beaucoup à appuyer sur ces contrastes. Bon, là, on est tombé sur un bloc musical. Bon, tant mieux, puisqu'on est un peu fatigué et ça réveille. Mais ce n'est pas forcément toujours comme ça dans le film que j'ai essayé de construire. Mais c'est vrai que la musique occupe une partie très importante. Et évidemment, là, on est vraiment dans ce moment-là de l'américanisation. Mais il précède le moment après où on va parler de la crise de la sociabilité et du fait qu'il n'y a quasiment plus rien à manger dans les magasins. Donc, en fait, on est en train de vivre en direct un paradoxe qui est assez dur pour les gens qui le vivent. Voilà, sinon ce que je peux dire, c'est vrai qu'on n'a pas choisi vraiment des extraits où on voit beaucoup l'écriture sur l'image, mais c'est vrai que j'essayais aussi de vous rendre compte comment aussi le langage change. C'est vrai que la langue bulgare s'est beaucoup modifiée à partir de ce moment-là.
avec beaucoup de termes américains qui encore aujourd'hui sont beaucoup plus présents par rapport à la France. On va employer, surtout en économie, mais aussi en politique, beaucoup de termes américains et non pas bulgares. Et voilà, puis je me rends compte qu'on voit aussi peu ma mère, mais sinon dans tout le film on la voit beaucoup et elle est très face caméra, etc. Et c'est vrai que c'est pourquoi les phrases et cette narratrice de 7 ans qui interroge sa mère. Enfin, voilà, c'est ce qui n'est pas visible dans le film, dans l'extrait. Et on voit aussi que cette immersion un peu, c'est l'arrivée de ces images viennent questionner aussi beaucoup l'identité, ce qui ça vient dire ce qu'on disait juste avant, la globalisation aussi des images finalement qui peut aussi avoir lieu dès là aussi dans les années 80 avec la chute du mur. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très presque douloureux dans le sens où pendant 45 ans, la propagande totalitaire s'est forcée de créer une certaine identité bulgare, patriotique, s'appuyant sur beaucoup d'événements historiques plus ou moins réécrits et en enlevant par contre la religion. Donc chez nous, ça n'a pas été la religion, mais c'est vrai que à la fin des années 90, on est devant cette... oui, un peu ce que je disais tout à l'heure, peut-être sur cette idée-là d'une société un peu orpheline qui va se demander à qui maintenant, qui se trouve sans exemple, sans le père soviétique, et donc va essayer de trouver des nouvelles valeurs et en plaquant directement plutôt en essayant de copier les Américains, ce que, comme on le voit, c'est impossible. Ce qui n'est peut-être pas clair là, c'est que du coup, ma mère va interviewer un Américain qui parle parfaitement le bulgare et qui chante des chants traditionnels bulgares au milieu d'un marché dans une banlieue. Donc c'est un peu absurde et en même temps, ça questionne un peu justement ces influences très... oui, et d'ailleurs, on voit aussi, c'est ça on joue beaucoup aussi sur le mot liberté, et moi-même, je l'utilise parce qu'évidemment, c'est aussi un moment où on parle de liberté d'expression, mais on voit bien aussi comment les idées capitalistes du marché, de la liberté, enfin, comment la liberté, elle a aussi tout un contexte américain capitaliste qui va être plus visible dans le discours de l'américain, qui va dire qu'il faut croire que tout est possible si on entreprend quelque chose, la liberté d'entreprendre. Donc on voit aussi en fait comment un mot est complètement vidé de son sens et petit à petit on va glisser, ça va être un peu un mot piège, quoi. Et dernière question avant de passer à Charlotte. Vous montrez dans ces images, on voit très bien la dimension historique de ces images, mais il y a aussi une dimension intime qu'on a peut-être moins vue effectivement dans cet extrait, on l'a déjà dit, où effectivement en fait toutes ces images ont été, on voit beaucoup votre mère à l'image et elles ont été réalisées en partie par votre mère, et donc vous effectivement vous donnez pas forcément, vous donnez un autre sens et une autre valeur à ces images que vous nous montrez aussi, qui n'est pas seulement historique et pas seulement d'archives nationales, mais aussi une valeur intime. Oui, parce que c'est le décor de mon enfance, parce que j'ai le même... Est-ce que je l'ai sur moi? J'ai le même foulard que ma mère pendant l'émission. Hein, donc, forcément, il y a plein de choses de ma vie qui sont là et qui ne sont pas très... Et donc, moi, c'est vrai que ma démarche, on le voit plus aussi en littérature, c'est de raconter des choses qui ont fortement traversé nos sociétés, mais en montrant des trajectoires plus intimes. Et donc, de voir... Et c'est ce qu'on voit dans les archives, j'espère... avoir resté fidèle à la matière, qui est, on ne raconte pas la chute du mur de Berlin en montrant le mur de Berlin. On va voir comment les gens s'expriment sur cette question, comment ils le vivent, quelles sont leurs émotions. Juste après, il y a un micro-trottoir où ma mère, un peu comme dans Chronique d'un été, va aller vers des gens. Je précise évidemment, elle ne l'a pas vu, mais elle va voir vers des gens et elle leur demande est-ce qu'ils sont optimistes ou est-ce qu'ils sont fiers d'être bulgares. Enfin, donc c'est un peu absurde, mais c'est vrai qu'on va voir dans quel état sont les gens et comment on vit, comment on repensait ces moments-là de rupture à travers la parole plus intime. Du coup, forcément, oui, moi, dans les cartons. Puis, comme je disais au début, je n'ai pas un parcours journalistique. Je me suis opposée à ma mère, tout en la mettant en valeur. Mais c'est vrai que ma manière n'est pas de dire frontalement les choses. Et donc, il fallait quand même
aussi pour simplement clarifier qu'est-ce qui se passe à l'image, que quelqu'un explique, et pour ne pas faire justement un commentaire plus frontal. En fait, j'avais choisi d'avoir cette petite fille qui va parfois dire les choses avec un peu d'humour, avec un peu de décalage, qui va produire peut-être de l'humour ou un peu rajouter dans l'absurde déjà présent. Passons à vous, Charlotte Vautier. De votre côté, vous n'utilisez pas d'images déjà existantes, vous filmez vous-même, vous prenez votre caméra et vous créez de nouvelles images. Et vous avez développé donc une écriture documentaire plus personnelle pour correspondre au code exigé par les réseaux sociaux et notamment YouTube, où vous avez créé donc votre chaîne OK Charlotte. Et vous m'aviez dit que vous avez créé cette chaîne aussi parce qu'il y a une vraie tendance qui s'y développe de journalisme long format sur YouTube, et vous essayez donc de vous créer une place aussi dans ce temps long, dans ce flux de temps long. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire un peu plus sur votre démarche, sur comment vous travaillez, comment vous positionnez donc sur YouTube effectivement avec du long format, alors qu'on est dans une submersion qui soutient plutôt des formats courts, on voit sur TikTok, sur Instagram, les Reels, etc. Moi, j'utilise assez rarement là pour les formats de reportage sur ma chaîne YouTube d'images déjà existantes, parce qu'il y a quelque chose un petit peu comme de l'ordre de la curiosité et de l'envie de faire soi-même, peut-être un peu comme... j'aime beaucoup regarder les archives, notamment celle de ta mère, Elisa, parce que à cette époque-là, il y a une curiosité avec la caméra. C'est presque merveilleux de pouvoir capturer l'image de quelqu'un, la voix de quelqu'un. Et moi, j'adore ça. Et donc, j'ai voulu un petit peu utiliser la caméra comme mon partenaire sur le terrain, mais en assumant d'être très proche des gens, en assumant d'être seule et je tourne en grand angle, en 16 mm, donc c'est presque du fisheye, quoi. Et je suis toujours très très proche. Et je crois que je manquais dans les médias dans lesquels je travaillais, dans les médias traditionnels dans lesquels je travaillais, je manquais un petit peu de chair dans mon approche et dans mes sujets. Et je crois que j'avais besoin de retrouver quelque chose comme ça, d'être au contact des gens que j'interviewe. Évidemment, c'était le cas. Mais là, de par la démarche de l'indépendance sur YouTube, c'est moi qui choisis mon temps. Et donc, le temps que j'ai choisi, c'est à peu près 2 mois pour un reportage d'environ 30 à 40 minutes. J'ai fait autant une immersion, par exemple, de 1 an dans la rédaction de France Info pendant les présidentielles 2022, où là, j'étais vraiment une observatrice, et c'est du temps long. Tous les jours à la matinale de France Info de 4h du matin à 11h à juste observer. Je parlais presque pas ni aux journalistes ni aux politiques. Et à la fois, j'étais chez Click sur du format très court, puisque c'était des chroniques quotidiennes à la télé ou bien des reportages hebdomadaires. Donc voilà, je me suis rendu compte que ce qui me convenait, c'était d'être entre les deux, quoi. Et étonnamment, YouTube vous donne la liberté de reprendre le temps et d'avoir plus de temps pour l'enquête. Oui, ouais, c'est ça, c'est que non seulement vous travaillez dans les... Ouais, non seulement dans le temps et dans la forme, ça permet beaucoup plus de liberté, évidemment. Et non seulement il y a la forme en question, mais il y a aussi le rapport au spectateur, où moi je vais beaucoup me baser sur ce qu'on me dit en commentaire, je discute avant avec les gens qui me suivent, sur quels sont les questionnements qui se posent sur tel ou tel sujet. Et je trouve que c'est... en fait, sur plein d'aspects différents, j'avais besoin d'être plus proche du sujet traité, et de sortir de cette objectivité qui est demandée quand on est journaliste. J'avais besoin de mettre un petit peu plus mon regard. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en discute après. Donc, on regarde un extrait, La face cachée de l'aéroport Charles de Gaulle la nuit, que vous avez réalisé en 2025. Peut-être pour donner un petit peu de contexte sur cet extrait, la personne qu'on va voir, c'est Jamila. Et je l'avais interviewée quelques jours auparavant, et là, je la recroise par hasard dans l'aéroport.
Alors, je vais finir par m'y habituer. Je cherche toujours Charlie, le jeune Suédois qui m'avait raconté son histoire et où le son a bugué. Bon, voilà, ça arrive. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde. Par contre, j'ai revu Jean-Charles, mais je ne l'ai pas réveillé parce que je l'avais croisé la veille avec ses potes. Il était encore en train de fêter son anniversaire. En marchant, je tombe sur une porte un peu cachée dans un coin de l'aéroport. C'est l'ancienne salle de presse. J'apprends que la Croix-Rouge y a carrément installé une permanence. On me dit que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais le responsable m'explique que la direction de l'aéroport leur a demandé de s'installer ici en avril 2024 pour une raison principale, les JO. L'idée, c'était de les aider à accélérer leur recherche de logement pour qu'il y ait le moins de SDF possible pour l'arrivée des touristes du monde entier. Mais bon, selon Jamila, ça marche pas vraiment. La Croix-Rouge, moi j'y vais jamais. Hein. Bon, alors pour expliquer, là j'ai retrouvé Jamila, que j'avais croisée la dernière fois. On s'est retrouvés par hasard. Et là, qu'est-ce que tu allais faire, Jamila ? J'allais regarder les avions. Bien souvent, on parle à des voyageurs, en fait. Ils prennent l'avion, ils passent la nuit à côté de nous, voilà quoi. Ouais. Hier, t'en as rencontré un ? Oui. Il partait pendant 3 mois en Thaïlande. Donc on a discuté un petit peu, on a échangé un peu. Moi, je vais pas raconter ma vie, hein. Je vais pas dit que j'étais là SDF, hein, forcément. Je dis que je prenais l'avion le lendemain matin pour Marrakech. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui, c'est un peu... Ok. Voilà, hein. Ce qu'il voulait. Je regarde les avions là, en fait, voilà. Voilà. C'est ma passion, je m'assois là, où je regarde, voilà. Ah voilà, il y en a un qui part, je vois l'aile. Attendez-moi. Ce qui est plus triste, c'est de voir tous les gens avec leurs gamins, leur famille, le père, la mère. Ils emmènent tout le monde en vacances, la grand-mère, le chien. Même les chiens, ils y vont en vacances. Ouais, c'est ça qui est plus triste en fait. Nous aussi, on a une famille, quoi. Mais nous, on a une famille... Moi, ma famille, elle n'est pas là pour m'épauler, hein, rien du tout. Hein. Je me débrouille toute seule. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du ton déjà que vous avez dans vos réalisations, un ton qu'on pourrait presque qualifier de vlog ? Complètement. En fait, moi je suis une grosse consommatrice de YouTube, comme toi Gabrielle. Et donc pour moi c'est assez naturel d'avoir ce ton-là, très, très direct, de se filmer. Et aussi je trouve qu'il y a encore dans la même idée de vouloir... En fait, je trouvais que c'était intéressant de s'incarner de cette façon-là, parce qu'en fait, notre présence en tant que journaliste, de toute façon, elle change ce qui se passe à la caméra, elle change ce qui se passe, ce qu'on est en train de filmer. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose, en tout cas, d'un peu honnête à se mettre en scène au même niveau, en fait. Enfin, on demande aux gens de nous donner une part de leur intimité. Parfois, ça peut être un peu difficile. Et je trouvais que c'était intéressant d'assumer qu'on est là, de montrer les questions qu'on pose, que parfois on se trompe, que parfois c'est pas tout le temps juste. Voilà. Donc, la forme du vlog, en fait, je trouve que ça se prête à YouTube. Et en fait, ça me paraît assez naturel. Et le fait de parler en mon nom aussi, de parler en mon jeu, ça permet de savoir aussi de faire un journalisme qu'on appelle situé, c'est-à-dire de montrer un petit peu plus qui on est et d'où on parle. Et voilà, moi je suis à la fois une très grosse consommatrice de YouTube, mais à la fois une très grosse consommatrice de documentaires du réel. Et donc j'essaie en fait de mélanger un peu ces deux univers qui sur le papier sont pas forcément comment dire, similaires et sont à des années-lumière l'un de l'autre. Et pourtant, en fait, on peut retrouver beaucoup de choses en termes d'honnêteté et en termes de rapport aux gens, en fait, parce que c'est du temps, c'est de la parole directe. Et donc, ça m'intéresse de travailler comme ça. Et voilà. Et les sujets, comment vous les choisissez pour votre chaîne ? C'est en fonction de ce que vous observez peut-être sur YouTube, les tendances, ou pas forcément ? Alors, pas forcément les tendances YouTube, voire pas du tout en fait.
Mais là, par exemple, ce sujet-là, c'est parce que juste après le Covid, j'ai fait un petit reportage sur une association qui faisait une maraude et dans son parcours, elle passait par Charles de Gaulle. Et en fait, juste après le Covid, il y avait énormément de gens en fait, qui se faisaient virer des rues et donc qui se retrouvaient à devoir être abrités quelque part. Et je me suis dit que dès que j'avais l'occasion de pouvoir faire un sujet dessus, j'y allais. Donc là, ça me paraissait naturel que ce soit un des premiers sujets traités. Mais je vais aussi essayer de me servir justement de cette submersion des images pour essayer de comprendre ce qui se passe, les récits qui n'ont pas encore forcément été faits ou les angles qui n'ont pas forcément été traités. Et je vais consommer en fait énormément d'images, me perdre dans des algorithmes même qui ne sont pas les miens. Parfois, je m'abonne un peu au pif à des chaînes qui ne m'intéressent pas forcément de prime abord, mais ça va me ramener des vidéos ou des infos qui sont éloignées de moi, et je trouve que c'est un outil super pour ça. Donc, parfois, je vais tomber... je peux vous donner un exemple, mais je ne sais pas, à un moment, à force de regarder pas forcément des prêches, mais des citations. Vous savez, sur Internet, on peut suivre des comptes de citations. Là, en l'occurrence, c'était un compte de citations de rabbins. Bon, voilà. Et ça m'a amené à une association où des rabbins font le tour de France et donc vont voir des juifs isolés en Bretagne. Et ça, je ne serais jamais tombée dessus parce que ce n'est pas dans mon cercle proche, par exemple. Donc, en fait, à la fois, je discute beaucoup avec les gens. Par exemple sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, je demande qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment, et à la fois je consomme énormément ce qui est déjà présent en fait et ce qui est déjà existant. En revanche, j'essaie de pas du tout le mettre dans mes sujets, comme je mets très peu de paroles d'experts à l'intérieur de mes reportages pour vraiment faire parler les concernés en premier lieu, parce que aussi dans certains médias et en observant, parce que j'ai eu l'occasion du coup en un an d'observation comme ça de la radio, de parfois en fait voir un peu de mépris dans la façon de traiter certains sujets. Et il y avait des mots même qui me dérangeaient en fait. Le fait par exemple de parler de pédagogie constamment dans notre milieu, moi c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus en fait, et j'ai l'impression que les gens en ont aussi marre de recevoir ça, et donc j'essaie de mettre les paroles d'experts à côté. Donc par exemple pour ce sujet-là dont on a vu un extrait, j'ai interrogé la ministre du Logement, mais en parallèle après le sujet, et elle a pu réagir aux images et aux paroles qui étaient déjà données en premier lieu aux gens. Et voilà. Et ce ton, effectivement, donc direct, sans parole d'expert, découle aussi d'un objectif d'audience aussi, de nouveaux codes aussi aujourd'hui ? Ou non, c'est plutôt, comme vous le disiez, plutôt une démarche personnelle ? Je pense que c'est plutôt une démarche personnelle, parce que quand on regarde, par exemple, les anglo-saxons qui sont plus en avance que nous sur le journalisme, sur YouTube notamment, il y en a pas mal qui font en fait appel à des spécialistes pour appuyer leurs propos ou pour soutenir leur reportage. Même en France, en fait, il y en a quelques-uns qui utilisent pas mal. Enfin, c'est complètement logique, ça fait partie de notre métier. Et moi, je fais appel aux experts, mais juste d'une façon un peu différente. Mais non, je pense que c'est pas du tout une question d'audience, même si on peut s'avouer que de temps en temps, c'est difficile notamment par exemple, je pense au sujet sur l'écologie. Certains scientifiques, c'est un peu difficile de rendre le récit et les informations digestes. Et ça, c'est un vrai enjeu. Mais non, c'est pas du tout une idée de faire plus d'audience. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'audience, comme dans les médias traditionnels sur YouTube, ça c'est sûr. Pour pouvoir, en fait, on est financé. YouTube nous paye en fonction des vues, donc en fait, oui, c'est important. Mais moi, je sens pas tant cette pression, plus que quand j'étais sur Canal ou au Parisien ou chez GQ ou
où aussi on nous demande que ça marche, quoi. On nous demande d'avoir une bonne accroche, on nous demande d'avoir un angle qui va concerner. Et donc là, justement, je me sens un peu plus libre potentiellement de faire un sujet où je me dis, bon, bah, peut-être que sur le papier, ça va pas marcher, mais moi, je sens quelque chose, j'ai envie d'en parler. Et cette liberté-là, elle est précieuse d'autant plus aujourd'hui. Donc je me sens en fait moins pressurisée en tout cas par cette idée d'audience que dans d'autres médias. Mais parallèlement, c'est aussi parce que je continue de travailler avec des médias traditionnels, parallèlement de la chaîne YouTube. Je n'ai pas tout quitté et je chéris nos médias en France, évidemment. Mais c'est aussi le fait que je continue de travailler à côté qui me permet d'être aussi à l'aise sur le fait de ne pas regarder absolument les vues et l'argent que je génère avec YouTube. Le temps défile, donc je vais vous poser encore 2 questions et après le public pourra poser ses questions aussi. Une question pour toutes les 3. Après cette discussion, quelle relation de confiance vous avez construite donc, avec toutes ces images que vous utilisez ou pas, ou commentez, peut-être plutôt pour vous, Charlotte. Quelle relation vous avez avec ces images, si on devait résumer peut-être un peu cette discussion, avec ces images qui nous submergent constamment dans ce contexte de trop-plein peut-être d'images. On en a un petit peu parlé à midi tout à l'heure, mais il y a une question forcément sur les images générées par IA et qui est une question qui est un peu terrifiante et de plus en plus, parce que là, avec Sora, effectivement, on se le disait tout à l'heure, on arrive de moins en moins à faire la différence, là, même quand on est plutôt jeune et qu'on a plutôt l'habitude d'avoir un œil affûté là-dessus. Après, quel rapport à la submersion des images, je crois un peu comme toutes les deux, moi je m'en sers et je pense que ça permet aussi d'aller sur des territoires où on ne serait pas forcément allé. Pour moi, Internet, c'est un territoire sans frontières. Malgré les algorithmes, en fait, on peut jouer avec et c'est super riche, quoi. Gabrielle. Oui, c'est vrai que ce midi, on discutait il y a quelques semaines sur Instagram, donc j'ai cru qu'il y avait voir une vraie vidéo et je l'ai partagée à quelqu'un et tout. Il m'a dit mais c'est pas vrai, ça, c'est l'IA. Et là, je me suis sentie comme ma grand-mère qui croyait n'importe quel montage Photoshop. Et depuis, j'ai un peu perdu mes repères, surtout que ça s'accélère beaucoup. Et en plus, on en discutait. Il y a eu un moment où l'IA faisait des vidéos de choses qui n'existaient pas, ou bien pour faire des fake news, ou des choses très belles, voilà. Et maintenant, en fait, on se retrouve sur Instagram à avoir de l'IA qui fait des vidéos complètement inintéressantes, enfin aussi inintéressantes que celles qu'on scrolle tout le temps. Et donc, il n'y a même plus de plus-value. Enfin, ça me perturbe beaucoup, moi, que ce soit devenu des images à ce point-là ordinaires, en fait. Et en tout cas, ça m'a un peu coupé l'envie de travailler là-dessus, par exemple. J'envisage pas de faire un film sur toutes ces images d'Instagram pour l'instant, parce que je suis un peu perdue à l'intérieur de tout ça. Elisa. Oui, moi c'est un peu le contraire, parce que ça m'inspire beaucoup ces questions de vraies ou fausses images. Comme je disais tout à l'heure, en ce moment j'habite à Rome, où déjà, il y a cette question depuis l'Antiquité, enfin depuis en tout cas la Renaissance, de tout le temps se demander est-ce que ce que vous voyez c'est un lion, mais en fait l'original est à Florence. Donc il n'y a jamais de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et d'une manière très différente, c'est vrai que il y a un peu comme toi, moi ça me fait vraiment très très peur que je ne sais plus quelles images je regarde, est-ce qu'elles sont vraies, en tout cas dans les réels d'Instagram. Mais sinon, je pense que je m'en sers un peu aussi, comme Charlotte, comme presque un outil sociologique à la portée de la main. Alors heureusement que je ne suis pas vraiment chercheuse, mais autrice, et je peux jongler avec justement ces
ces endroits, ces lieux troubles entre c'est-à-dire qu'on ne sait jamais l'authenticité, au bout d'un moment se perd, quoi. Mais on a l'impression de pouvoir se connecter, en tout cas, si je reviens simplement aux communautés sur YouTube ou aux personnes qui s'expriment, de se connecter à des personnes qui sont très différentes de nous. Et au moins, ça, pour l'instant, je trouve que c'est très précieux. Mais c'est tout un travail parce que moi, je suis un peu plus vieille et je n'ai pas vos réflexes. Et donc, c'est vrai que c'est tout un travail de s'en servir, enfin, vraiment, de cette possibilité-là de rencontrer d'autres gens et leur manière de se mettre en représentation, puisque c'est aussi ça, c'est-à-dire que ce qu'on voit un peu aussi dans tes archives, alors là c'est un peu le côté flippant des femmes qui vont du ménage comme du bonheur, mais c'est aussi une possibilité que des personnes maîtrisent eux-mêmes leur image et s'expriment, et ça c'est quand même quelque chose de précieux encore, donc je pense qu'il ne faut pas être que défaitiste. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Question là-bas. Bonsoir. Je suis très intéressé par rapport au rapport que vous avez avec l'image. Moi, j'ai une question qui est carrément autre. Vous êtes de très grosses consommatrices, notamment Gabrielle Stemmer et Charlotte Fautier, d'images. Ça vous fait pas mal aux yeux? Et comment vous faites? Si, complètement. Moi, parfois, au bout d'une heure de scroll, j'ai les yeux qui piquent et je dors mal. Non, complètement. Non, mais en vérité, c'est horrible. Hein. Enfin, en vérité, c'est affreux. Enfin, moi, je pense que si je travaillais pas, si j'étais pas journaliste et que je cherchais pas des idées, j'essaierais de le faire le moins possible. Ouais. Ouais, moi, c'est un peu ce que je disais au début. Quand j'étais seulement sur YouTube, c'était quand même un plaisir de consommer toutes ces images aussi parce que, comme tu viens de le dire, je collectais en même temps des informations, j'avais des idées. Enfin, mon cerveau était vraiment actif. Et là, avec les Reels sur Instagram, non, mon cerveau est complètement inactif et comme je disais, je vais essayer de mettre un terme à ces mauvaises habitudes. Je pense que j'ai senti en quelques mois à quel point ça avait changé, bien sûr, ma capacité d'attention, mais même un peu mon cerveau, quoi. Mais après, il y a quand même une énorme différence entre TikTok et Instagram qui sont vraiment calibrés pour des contenus très courts, où c'est limite de l'information qu'on va oublier vraiment 5 minutes après, quoi. Et YouTube, où il y a une démarche de choix, où on va en fait, on nous impose pas une vidéo, c'est pas l'algorithme qui nous impose, il nous propose un tas de vidéos différentes et c'est nous qui sommes dans une démarche de recherche. Donc c'est pas la même chose, les contenus sont plus longs, il y a une création extraordinaire sur YouTube, internationale, vraiment, par exemple, je sais pas, avant-hier j'ai regardé 20 minutes d'un working man japonais qui raconte un petit peu ses états d'âme en tant qu'homme solitaire et c'est extraordinaire. Ça m'a pas fait mal aux yeux, ça m'a pas fatigué. En revanche, effectivement, les Instagram et TikTok, oui, c'est dangereux. Non, parce que trop regarder, c'est dangereux. Je dis ça parce que moi, je suis de passage, je vis pas ici. Je vis à Madagascar et en fait là-bas le data est extrêmement cher et donc c'est pas quelque chose que les gens ont des smartphones et sont sur Facebook mais chaque fois on coupe, par exemple lorsque l'on consulte pas on coupe, etc. Donc c'est par rapport à ce genre de choses, heureusement ça n'a pas encore contaminé à notre niveau. J'espère que on va reculer le plus possible, mais je me posais cette question en voyant les gens soit dans le métro, soit... donc il y a un rapport en fait qui devient... C'est très bizarre en fait, parce que plutôt que, comme on disait, les réseaux sociaux devraient rapprocher les gens quelque part, ils deviennent complètement indifférents les uns aux autres, on n'observe plus les choses. Mais bon, c'est mon propre avis.
Mais il y a de plus en plus de créateurs justement qui s'en rendent compte, de créateurs de vidéastes qui s'en rendent compte et il y a une démarche de faire des événements dans la vie réelle autour justement de rencontres, de tables rondes, de festivals. Là, depuis quelques années, c'est en train de se mettre en place et c'est génial. Donc oui, c'est un sujet, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, ouais. Ma question, elle s'adresse à vous, Charlotte. Vous êtes apparue en fait dans mon feed Instagram. Puis ensuite, je vous ai vu sur YouTube via une vignette. Et donc, ma question, c'était, depuis que vous êtes indépendante, est-ce que vous avez construit ou dû construire une stratégie pour émerger, en reprenant la question, dans les flux d'images? Parce que du coup, vous avez émergé dans mon flux d'images. Ouais. En fait, c'est déjà une question que je m'étais posée de comment craquer l'algorithme, en fait. Mais quand je travaillais chez Click, parce que nous, on faisait à la fois de la télé et à la fois Internet. Et donc, on produisait pour deux façons de regarder et deux attentions totalement différentes. On n'a pas la même attention quand on regarde la télé et quand on regarde son portable. Et donc, c'est déjà quelque chose auquel je réfléchissais dans mon travail auparavant, sachant que l'algorithme change très souvent et que parfois, on ne peut pas le percer parce que c'est trop obscur. C'est quelque chose, oui, auquel je réfléchis complètement. Et avant de lancer ma première vidéo, qui était sur la montée des eaux à Miami et la disparition prochaine de la Floride à cause de la montée des eaux, et oui, j'ai complètement réfléchi j'ai beaucoup regardé par exemple les Américains, j'ai beaucoup regardé les Anglais, j'ai beaucoup regardé les Indiens qui sont super chauds aussi en ce moment sur YouTube, de comment ça marche, qu'est-ce qui marche. Et voilà, je pense que pour chaque média, que ce soit au cinéma, sur Internet, à la télé, il y a une question de comment on raconte. Et moi, du coup, j'ai dû me pencher, oui, effectivement, sur comment raconter de façon la plus agréable, directe et pertinente sur ce médium-là. Par exemple, j'ai beaucoup regardé... Cléo Abraham, qui est une créatrice, qui est une journaliste américaine, mais j'ai aussi regardé des vidéos de MrBeast, par exemple, qui est le plus gros youtubeur au monde et dont je déteste le contenu, mais bon, j'ai analysé ses vidéos. Ouais. Et les miniatures aussi. Les miniatures aussi, c'est ça. Et c'est marrant parce que du coup, ça devient un travail parallèle, quoi. Faut réfléchir à tout ça. C'est pas la partie la plus intéressante, mais ça fait partie du jeu. J'avais deux questions, une pour Gabrielle et une pour Charlotte. Gabrielle, votre film m'a fait beaucoup penser à du Chantal Akerman, en fait, bizarrement, à Jeanne Dillman, et au fait de voir une femme justement au foyer faire des tâches ménagères régulièrement et à longueur de temps. Est-ce que ça vous a... Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous avez... Enfin... Oui. Je sais pas si... Ah oui. En fait, là, on n'a pas vu, mais le film s'ouvre sur mon profil d'utilisateur et c'est une photo de Delphine Seyrig dans Jeanne Dillman. J'aime beaucoup le film Jeanne Dillman, peut-être parce que j'aime le ménage. Non, mais effectivement, c'est une vraie... ça fait vraiment partie de ce sujet du travail domestique aussi et de... toutes ces tradwives, au fond, reproduisent un vieux modèle. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'elles veulent, retourner dans les années 50. Et la tragédie aussi de Jeanne Dillman est très présente dans la trajectoire du film, qui est aussi une sorte de tragédie. Et pardon, pour Charlotte aussi, je voulais savoir comment vous gérez au niveau du parasocial. Parce que du coup, vous vous mettez très en avant dans vos vidéos. C'est comme des vlogs, on vous voit parler, on vous suit. On est un peu à travers vous, on vit l'expérience à travers vous. Est-ce que cette question du parasocial vous fait peut-être un peu peur à l'avenir? Est-ce qu'elle vous empêche parfois de mettre au premier plan le sujet, ou est-ce que ça vous pose problème? Non, pas vraiment, parce que finalement, pour l'instant, après c'est très récent, hein, j'ai lancé la chaîne en janvier et avant comme je faisais des chroniques et que dans mes reportages j'étais souvent incarnée, en fait finalement j'avais déjà un peu ce rapport à l'image et à comment être incarnée dans les sujets, etc. Mais pour l'instant c'est pas encore une question,
Mais comme je suis tout le temps dans une recherche juste de discuter avec les gens, en fait, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ah bah, j'ai vu ça et tu devrais faire un sujet sur ça, bah, moi je suis super preneuse, donc pour l'instant c'est génial. Après, je pense que en tant que, pour un travail comme celui-ci, c'est pas la même chose que de montrer vraiment son intimité. Donc je suis pas sûre qu'il y ait autant, par exemple, une identification comme les gens qui regardent les Namafouf, par exemple. Je pense que c'est pas vraiment la même chose en termes de parasocial, je veux dire. Et oui, et je voulais juste rajouter par rapport à la question d'avant que sur la forme, Gabriel parlait de cheval de Troie tout à l'heure. Je voulais juste rajouter que moi je suis un petit peu dans cette démarche-là aussi, d'essayer de prendre les codes pour ramener quelque chose d'un peu plus journalistique, et parce qu'il y a beaucoup de divertissement dans le YouTube français. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de prendre les codes et faire un peu cheval de Troie pour amener d'autres sujets sur des plateformes qui sont extrêmement consommées aujourd'hui. Bonsoir. J'ai une question, en réalité elle vise toutes les trois, mais c'est particulièrement par rapport à Charlotte parce que je regarde pas mal de contenus comme des vlogs / documentaires, par exemple sur YouTube et TikTok, etc. Et je me posais la question, quand tu cherches un sujet, quand tu écris une vidéo, est-ce que tu as déjà été freiné ou tu t'es peut-être auto-freiné de par ton genre à évoquer certains sujets, ou au contraire ça te pousse à être créative et pour contourner ces obstacles, que ce soit par exemple si le sujet se passe dans un pays en particulier ou une thématique en particulier. Oui, je me suis déjà posé cette question, effectivement. Tu as raison de le soulever parce qu'on ne peut pas forcément faire exactement les mêmes choses, que les mêmes sujets que les hommes sur certains terrains. Très concrètement, là, ça m'est arrivé parce que je voulais traiter des stages masculinistes, par exemple. Et donc là, j'ai eu un petit peu de mal à m'imposer dans un stage. Parce que moi, j'aime bien... là, donc, avec YouTube, j'aime bien profiter de passer vraiment du temps avec les gens, bon, dans une certaine mesure, hein, mais une petite semaine, quoi, j'aime bien dormir à côté, vraiment être le plus présente possible. Et bah, là, typiquement, le mec m'a dit non, quoi. Mais bon, tant pis, je suis passée à un autre sujet. Mais c'est vrai qu'il y a quelques sujets comme ça qui sont moins accessibles, peut-être, pour nous, ouais. C'est une question pour toutes les trois. Et il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que aujourd'hui, avec les Reels, TikTok, voilà, les vidéos sont de plus en plus courtes. Nous-mêmes, dans les documentaires, on nous demande du rythme, que ça aille de plus en plus vite, voilà. Or, on a l'impression que vous avez une liberté par rapport à ça. Et donc voilà, je voulais savoir comment vous prenez cette liberté et comment vous analysez surtout le fait que sur YouTube, on peut faire des choses longues, on peut être regardé, alors peut-être en accéléré, ça vous le savez pas toujours, mais quand même, et que ça ne fait plus peur, cette espèce de temps, ces pauses, et toutes les trois, hein, vous avez cette même patte un petit peu. Même s'il y a un montage rythmé, enfin voilà, moi ça m'étonne beaucoup parce que nous, au contraire, sur les chaînes, on nous demande de plus en plus, même les chaînes un peu intello et tout, parfois il faut quand même que ça aille plus vite, vous voyez. Donc c'est votre analyse. Moi, dans mon cas, je constate que, par exemple, des documentaires comme ceux d'Arte, ils sont consommés énormément sur YouTube, et donc en fait il y a quand même une vraie demande de complexité, de précision, de longueur, voilà, enfin il y a besoin de ça, et la chaîne YouTube d'Arte en est la preuve très concrète, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, en gros moi je me sens justement beaucoup plus
libre et j'arrive beaucoup plus à mettre de la complexité dans mes sujets depuis justement que je suis sur Internet. Et alors, j'ai l'impression qu'on a tendance à beaucoup séparer le traditionnel et Internet, tandis qu'en fait, les médias traditionnels sont déjà sur Internet et sont déjà très puissants sur Internet. Simplement, c'est peut-être pas le même rapport dans le sens où les vidéos du monde sur YouTube, même si elles marchent super bien, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui va prendre le temps de répondre à tous les commentaires. Mais en fait, dans la consommation, il y a un besoin de lenteur. Simplement, c'est sur un autre écran. Ça va être l'écran du portable ou l'écran de l'ordinateur. Mais en fait, c'est consommé. C'est la même chose qui est consommée. Et au-delà de ça, en fait, aux États-Unis, depuis l'année dernière, YouTube est autant regardé que Netflix sur la télé. Depuis qu'il y a les chaînes à la demande et depuis qu'il y a le streaming qui a pris vraiment possession des salons des gens, et YouTube, en fait, c'est un moyen de s'informer comme un autre maintenant. Donc, il y a aussi... Moi, j'arrive aussi à un moment où ça arrive en France et où, du coup, on regarde YouTube comme Netflix ou comme MyCanal ou comme une chaîne, je sais pas, L'amour est dans le pré, mais on a loupé la veille, alors on le met à la demande. Et donc, en l'occurrence, ça fonctionne maintenant parce que quand on clique sur YouTube, on veut aussi de l'information, quoi. Et encore une fois, la chaîne d'Arte, c'est extraordinaire, quoi. Moi, j'ai le sentiment... c'est une question que je n'arrête pas de me poser, puisque si j'ai arrêté un peu de faire de cinéma, c'est parce que j'étais un peu désespérée aussi, puisque moi, je viens de documentaires de création qui ne passent même pas forcément à la télé. Et je me suis aperçue que, du coup, dans les festivals, je commence à toujours voir les mêmes personnes et que ça devient malheureusement un cinéma qui est de plus en plus marginalisé et qu'on voit de moins en moins nulle part, en fait. Et donc, il devient... malheureusement, je ne veux pas, en fin de débat, mettre un constat très dur, mais c'est vrai que je me demande comment faire pour le maintenir et pour qu'il corresponde au rythme d'aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai l'impression que... Alors moi, je me suis prise de passion aussi sur les vlogs, mais très récemment. Par exemple, j'ai découvert récemment Laine la situation. J'ai un peu honte, mais c'est parce que d'ailleurs je regardais la télé et que voilà, et donc qu'elle était invitée. Et donc je me suis aperçue que Laine la situation, c'est quelque chose d'extrêmement quotidien et banal, de mon point de vue, mais que c'est un peu comme quelqu'un qu'on peut mettre, un peu comme à l'époque les radios, on pouvait le mettre dans un coin. Et personnellement, je ne regarde pas. Plusieurs fois, j'ai mis YouTube. Évidemment, je ne fais aucune comparaison parce que je suis sûre que tu as le contenu de ce que tu fais beaucoup plus intense et intéressante et que ça nécessite d'être regardé. Mais j'ai l'impression que les durées qu'il y a dans ces moments-là, les YouTube devient presque comme le copain qui est dans la salle et qui parle. Et donc, on peut se permettre d'être bavard puisqu'on n'est pas dans la même attente que comme tu disais tout à l'heure, sur Instagram, ou comme dans un reportage à la télé où il va falloir aller plus vite pour garder l'audience et pour pas qu'on zappe. Du coup, je pense que malheureusement, ça ne règle pas le problème que, par exemple, le cinéma documentaire de création est en train de disparaître. C'est vraiment une question. Si vous voulez me contredire, je suis très preneuse d'avoir une autre avis là-dessus. Mais j'ai l'impression que ce sont simplement des médiums très différents. On ne fait pas la même utilisation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un comparait Jeanne Dielman à ton film que j'adore. Et en revanche, Jeanne Dielman, moi, j'ai un peu honte, mais je ne l'ai jamais vu en entier puisqu'il dure 3 heures. Et c'est quand même ça la grande différence entre un contenu sur Internet et le film de Ackerman. C'est le temps, c'est le fait de justement faire l'expérience de ces 3 heures de ménage en temps réel et pour comprendre ce que pourrait vivre cette femme. Du coup, voilà, c'est la question du temps. Je ne sais pas comment la résoudre. Et juste pour répondre aussi, moi j'ai eu la chance en fait que Clean With Me After Dark soit mon film de fin d'études, donc 0 contrainte commerciale ou même de diffusion finalement. Et je pense que je ne sais pas si j'aurais pu faire ce film dans un contexte vraiment de commande ou pour une chaîne, je ne sais pas. Et par rapport à la série, le projet c'était d'aller faire quelque chose de très rapide, donc tout le monde était content de ça. La question s'est plus posée sur d'autres aspects du film, notamment la voix off. On m'a beaucoup demandé de mettre une voix off, on avait peur que le spectateur se perde sans voix off, etc. Et puis bon, finalement on a trouvé un langage commun, mais c'était plutôt sur ce terrain-là que ça a pu être remis en question. Merci beaucoup à toutes les trois
d'être venu. Merci. Je sais pas pour... Si, ça marche. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous trois. Merci Clément. D'abord, il y a un cocktail. D'abord, ça, c'est la première info. Il y a un cocktail. Merci d'être là. Merci d'avoir été là pour cette journée, comme on l'a dit ce matin, la dernière, qu'on a essayé de penser pour élargir le cadre de nos pensées et de nos pratiques. Que dire ? On va essayer de trouver autre chose pour se voir, pour se réunir, pour réfléchir. En tout cas, ça a été une belle expérience pour ceux qui la connaissent depuis le début. Merci infiniment et à très vite, promis.